En visite à Gagnoa, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan met en activité 52 ex-combattants et jeunes à risque. Ils sont désormais spécialisés dans les métiers du bâtiment, appris sur le chantier école de la nouvelle préfecture de Gagnoa. Après 9 mois d'activité, le tribunal de commerce d'Abidjan fait son bilan. Au total, 565 jugements ont été prononcés et plus de 3000 requêtes enregistrées. Les Maliens vont se rendre dans les urnes demain dimanche pour élire leur président. Ils devront choisir entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Mais à quelques heures du scrutin, les électeurs continuent de chercher leur carte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et pour la page culture de ce soir, nous avons comme invité Regina Yaou. Nous parlerons avec elle de sa toute dernière publication intitulée « Opération Fournaise ». Ce sera dans une trentaine de minutes. En attendant, direction Gagnoa, où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient de mettre en activité 52 ex-combattants et jeunes à risque. Ils sont désormais spécialisés dans les métiers du bâtiment appris sur le chantier école de la nouvelle préfecture de Gagnoa. Le reportage de Léon Pro. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan remettant aux apprenants du chantier école pour la réhabilitation de la préfecture de Gagnoa leur diplôme et un chèque de 13 millions de francs CFA. L'acte du chef du gouvernement sonne la mise en activité de 52 stagiaires, jadis ex-combattants ou jeunes à risque. Spécialisés dans les métiers du bâtiment, ils pourront désormais créer des activités génératrices de revenus avec chacun 250 000 francs CFA. Une satisfaction donc pour ces jeunes qui auront, en un an de formation pratique, réussi à doter Gagnoa d'une nouvelle préfecture. Ma fierté, d'abord d'avoir appris mon métier. La deuxième, c'est d'avoir participé à une œuvre d'État, qui est la réflexion, la réhabilitation de la préfecture de Gagnoa. Et puis bon, je me suis fait de nouveaux amis avec les jeunes stagiaires. On ne va plus retourner encore prendre les armes et le problème nous est inséré pour pouvoir avoir des magasins et vendre des peintures, de ciment, bien d'autres. Donc vraiment, pour cela, vraiment, nous sommes très ravis, quoi. Satisfaction également pour le gouvernement, car la réhabilitation de la préfecture aura permis de relever 2 autres défis majeurs. Nous avons donc réussi à joindre, je dirais, l'utile à l'indispensable. L'utile nécessité de donner force à l'autorité de l'État et l'indispensable obligation que nous avons de trouver du boulot aux jeunes. Si les jeunes n'ont pas de boulot, ces jeunes seront une menace pour la sécurité, la réconciliation et la paix. Gagnoa, ville pilote du projet d'assistance post-conflit, donne par cette mise en activité officielle de ces 52 stagiaires du chantier de la préfecture le coup d'envoi de la réinsertion de 1000 jeunes dans 18 départements du pays. 9 mois d'activité, le tribunal de commerce d'Abidjan fait son bilan. Au total, 565 jugements ont été prononcés et plus de 3000 requêtes enregistrées. Selon le président du tribunal, on note une évolution en matière de procédure et de jugement. Plus d'explications avec Maïsako. Quel bilan à la fin de l'année judiciaire 2012-2013? Le tribunal de commerce chargé du règlement des conflits commerciaux a fait le point de ses activités. En 9 mois d'existence, il a enregistré 3704 requêtes et prononcé 565 jugements. C'est bon de faire le bilan afin de voir ce qui a été fait, ce qui a été moins bien fait et ce qui pourrait être mieux fait l'année prochaine. Le bilan est globalement satisfaisant parce que les litiges sont réglés rapidement, l'administration judiciaire chez nous est performante et tout se fait en toute transparence. Mais qu'en pensent les justiciables? J'ai eu un dossier, moi-même, qui a traîné. Et ça n'a pas donné de suite. Et moi-même, j'étais dessus. Par le passé, quand vous déposiez, par exemple, un registre du commerce, ça pouvait prendre 1 semaine, ça pouvait prendre voire 2 semaines avant d'avoir votre papier, votre document. Il semble que maintenant, c'est plus rapide. Ces avancées ne se font pas sans difficulté. Au nombre des doléances faites par le président du tribunal à son ministère de tutelle,
figurent le paiement des indemnités des juges consulaires, le reversement des primes spéciales aux juges, greffiers et personnel d'appui et le recrutement de 3 nouveaux juges professionnels en vue d'accroître la performance du tribunal. En dehors de ces obstacles, les perspectives sont bonnes. L'année prochaine, nous entendons introduire, grâce à l'informatisation des tribunaux de commerce, introduire un peu la gestion électronique des procédures et la gestion électronique de la délivrance des registres de commerce. Nous entendons aussi créer un réseau des tribunaux de commerce en Afrique pour que tous les tribunaux de commerce puissent, dans la sous-région en tout cas, appuyer les politiques économiques des gouvernements. Créé le 1er octobre 2012, le tribunal du commerce est une nouvelle pièce dans l'appareil judiciaire ivoirien. Son instauration vise à améliorer l'environnement juridique et judiciaire du pays, selon le vœu du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire expose ses compétences à la 10e semaine de la recherche agronomique au Ghana, rencontre à laquelle plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont exposé leurs acquis en matière d'innovation technologique agricole. Et la Côte d'Ivoire a séduit avec une innovation de taille, la transformation de la banane plantain, le récit de Jeanne Toubé. La Côte d'Ivoire a séduit à la 6e semaine africaine des sciences agricoles à Accra au Ghana. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, et le programme Productivité agricole en Afrique de l'Ouest à Côte d'Ivoire ont présenté des mets confectionnés à partir de farine de banane plantain, des mets dégustés avec beaucoup de bonheur par les visiteurs. Une innovation agricole présentée par la Côte d'Ivoire au nombre de ses acquis dans ce domaine lors de ce forum d'Accra. Les progrès réalisés par les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont été également au cœur des discussions. Les 800 participants ont développé de nouvelles stratégies pour la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire en Afrique. Sur la question du financement traité de façon spécifique à ce forum, Alcel Léon, directeur exécutif adjoint du FIRCA, a présenté le modèle ivoirien et si cela a suscité l'intérêt des participants, bon nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont exprimé le besoin de s'en inspirer pour la mise en place d'outils de financement similaires dans leurs pays respectifs. Cela tient du fait que par le FIRCA, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui fait d'énormes progrès en matière d'innovation agricole, aidés par le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Les techniques de production du matériel végétal et de transformation de la banane plantain présentées fièrement à Accra en sont une illustration. L'objectif est clair, assurer une sécurisation totale des aéronefs ivoiriens. L'Agence nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire renforce les capacités de ses agents. Ces derniers, désormais outillés, ont reçu un certificat de fin de formation sur la sécurisation des aéronefs. Ces agents ont pour mission principale d'appliquer les systèmes de sécurisation des aéronefs fonctionnels en Côte d'Ivoire. Ils reçoivent au cours de cette cérémonie des certificats après une formation et un renforcement des capacités. Une initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile. La responsabilité de notre administration en matière de supervision de la sécurité est le fondement sur lequel doit reposer la sécurité de l'exploitation des aéronefs en Côte d'Ivoire. L'absence d'une supervision appropriée de la sécurité pourrait de fait constituer une menace pour notre aviation civile. Engagés à contribuer à l'amélioration de l'espace aéronautique en Côte d'Ivoire, les récipiendants ont promis mettre en valeur les acquis de la formation. Le reportage de Serge Gongomé était commenté pour vous par Mamadou Kwasi. Des ordures ménagères dans les locaux du service de médecine au CHU de Treichville. Le personnel d'Intercorps Ville Propre, société prestataire de services au CHU de Treichville, a voulu exprimer ainsi son mécontentement pour salaire impayé, une protestation que désapprouve Ibrahima Sanogo, directeur du centre hospitalier. Il s'est exprimé au micro de Gabriel Zani. Des ordures découvertes le vendredi matin au service de médecine du CHU, centre hospitalier et universitaire de Treichville. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi au vendredi. Des témoins attestent que les ordures étaient bel et bien devant le service de médecine. Il y avait la saleté ici partout, oui. Et après, ils ont appelé les gens pour venir enlever. Une situation gênante et inadmissible pour Ibrahima Sanogo. C'est une indignation, très forte indignation, parce que des agents qui sont chargés d'assurer le nettoyage d'une structure hospitalière
qui déversent les ordures dans cette structure hospitalière. Et j'ai dit au passage que dans ce service où il y a eu l'incident, il y a des patients cancéreux, très fragiles. On met ainsi en danger la vie de ces patients-là. Pour le directeur du CHU, le personnel d'Intercorps Ville Propre, société chargée de l'entretien et du maintien de l'hygiène dans le service de médecine, n'est pas sa première grève pour salaire impayé. Même quand on est en grève, on ne fait pas la grève dans un hôpital comme on le ferait à l'extérieur, parce que c'est la vie des gens qui est en danger. La population doit savoir que, à travers la gestion de cette information, quelque part on peut penser qu'il y avait intention de nuire. Intercorps Ville Propre est l'un des prestataires du CHU de Treichville. Jointe au téléphone, la responsable de la société s'est refusée à tout commentaire sur les manifestations de mécontentement pour le moins inapproprié de ses agents. Selon le directeur, cette situation pourrait remettre tout en cause, y compris les contrats avec les prestataires extérieurs. Si le CHU de Treichville doit 3 mois d'arriérés de salaire à l'entreprise, les responsables de l'établissement et le ministère de la Santé disent tout faire pour que ce retard de paiement soit réglé. Et espérons que cette situation sera réglée. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique fait le point de son effectif avant la prochaine rentrée des classes. Un nouveau logiciel de gestion du personnel a été adopté afin de faciliter les mouvements des enseignants et répondre aux besoins du terrain. Le reportage de Mamadou Kwasi. Désormais, plus d'affectation et de mutations anarchiques dans le secteur de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. C'est la décision prise par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Elle précise que les mouvements reviennent uniquement à la direction des ressources humaines de son ministère. Elle a signifié au cours des assises de la Commission nationale des mutations des personnels enseignants et d'encadrement. Une rencontre portée sur la répartition efficiente des ressources humaines pour une école ivoirienne de qualité. Je demande encore une fois que soit mis définitivement fin à la saignée provoquée par les mutations anarchiques des personnels en responsabilité de classe, en qualité de personnel administratif qui ont cours dans les directions centrales, services rattachés, direction régionale, direction départementale et IEP sous peine de sanctions. Pour atteindre ces objectifs, la direction des ressources humaines a pris de nouvelles dispositions. Avec plus de 94 000 agents que nous sommes appelés à gérer. Et cette gestion est loin d'être uniquement une question de décompte arithmétique de nos effectifs. C'est d'abord et avant tout une question de bonne gouvernance dans la gestion des ressources disponibles. Des dispositions qui portent sur le développement de nouveaux logiciels, à savoir Codipost, codification des postes et la GESMUT, ou en commutation assistée par l'ordinateur. Grâce à ces nouvelles techniques, 710 dossiers ont été satisfaits. Sur les 1452 demandes, soit un taux de mutation de 48,90% pour la rentrée prochaine. Retour sur les festivités marquant le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces festivités se sont déroulées dans plusieurs localités. Nos reporters nous proposent quelques temps forts. À Odiéné, le boulevard principal a servi de cadre au défilé qui a vu la participation des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police, des forces paramilitaires et des forces vives du Kabadougou. Le préfet de la région, Amani Michel, a fait le bilan des 2 ans de pouvoir du président Alassane Ouattara. Il a mis en relief les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en si peu de temps. Pour clore son propos, le préfet Amani Michel a appelé l'ensemble de ses administrés à plus de cohésion pour garantir la paix, condition d'un développement durable. À Biankouma, c'est la place de l'indépendance qui a accueilli les festivités de l'an 53 de la Côte d'Ivoire. Tout a commencé par un défilé auquel ont pris part les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, les corps paramilitaires et les couches socio-économiques du département. Dans son adresse à ses administrés, le préfet Ndri Nguessan a fait le bilan des 2 années d'exercice du pouvoir du président Alassane Ouattara. Un bilan, au dire du préfet, largement positif au regard des progrès réalisés. Il a invité les populations de Biankouma à s'unir pour ne pas rater le train du développement. À Blapleu, la fête de l'indépendance a été délocalisée à Gama
pour permettre aux fils et filles de la région de célébrer l'événement dans la gaieté. Pour le sous-préfet de Blapleu, Kwadjo Corentin, les populations doivent sceller l'amour pour faire avancer la région. Le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Blapleu a été placé sous le signe du travail pour inviter les jeunes à cultiver l'amour du travail, vœu cher au président Alassane Ouattara. À Sipilou, le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulé dans une ambiance festive. C'était aussi l'occasion de prôner la réconciliation et le vivre ensemble, vœu cher au président de la République. Tour à tour, le préfet de Sipilou, Asamoah Florentin, le maire Glaudio Mandé ont exhorté les populations à préserver l'unité et la cohésion sociale. Message soutenu par Ella Tolnon, préfet de la ville guinéenne de Lola. Le 53e anniversaire de la fête nationale à Kouto a été célébré sur l'acte principal nouvellement bitumé de la localité. Dans son intervention, le préfet Kwame Bikalo Clément a invité les populations à se mettre au travail en vue de la reconstruction de notre pays. L'innovation de la fête de l'indépendance à Kouto a été la présentation du lauréat du prix de l'excellence, Bruno Nabanyekone, du département, qui est Traoré Souleymane, censeur au collège municipal de Bon. Le défilé qui a réuni toutes les forces vives de Kouto a été très apprécié. La ville d'Aboasso n'est pas restée en marge de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À l'espace Alexis Etche Elengan, après la cérémonie de prise d'armes, le préfet de région du Sud Comoé, Albert Kwasi-Boni, a exhorté les populations à prôner la paix et la cohésion sociale, gage du développement durable de leur localité. Il a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement et de la paix en Côte d'Ivoire. Au thème de son allocution, les forces en présence dans le département d'Aboasso ont procédé au défilé avec elles, la société civile, les organisations non gouvernementales, les associations et les communautés étrangères vivant dans la ville. Les élus et cadres d'Aboasso ont participé à la cérémonie. Bapleu, sous-préfecture dans le département de Diokwe, a célébré le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur le temps consacré à la recherche de la cohésion sociale et la paix. Le sous-préfet Yaya Bamba en a fait l'essentiel de son message aux populations, invitant spécialement les autorités coutumières à donner l'exemple pour le règlement du conflit qui les divise. Conflit au sujet d'une question de désignation d'un chef. Les populations, notamment les jeunes, ont été exhortées au travail pour l'amélioration de leurs conditions de vie, passer la crise. Leur enthousiasme et leur engagement au cours du défilé ont sonné comme le oui à cette exhortation pour sortir de la misère Bapleu et donner à cette localité les chances de se développer. Revue des troupes par le préfet, défilé des forces vives du département pour exprimer leur attachement à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. À Atiguakro, la célébration des 53 ans d'indépendance aura été également l'occasion pour le préfet Kwasibra Juliette Épouse Kona d'expliquer aux populations les efforts du gouvernement en matière de développement en 2 années d'exercice du pouvoir d'État par le président Alassane Ouattara. Pour elle, l'espoir d'une Côte d'Ivoire émergente est permis. Les populations doivent seulement œuvrer pour la réconciliation. Le collège des membres du Conseil national de la presse, délibérant en sa 16e session extraordinaire le mardi 6 août dernier, a rendu une décision portant suspension du journal Le Quotidien d'Abidjan, édité par l'entreprise de presse Emma Group, pour 26 parutions à compter de sa notification. Des faits ressortent que depuis le mois de juin 2013, le journal Le Quotidien d'Abidjan s'est en différentes éditions rendu coupable de graves violations de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse ainsi qu'au code de déontologie du journaliste. Ces violations sont relatives à des accusations sans fondement, à des injures, à la calomnie et à la publication d'écrits en nette violation des fondamentaux de la profession. Jugeant ces manquements inacceptables, surtout en raison de la récidive, le Collège des conseillers du CNP a décidé de la suspension du journal. L'entreprise de presse Emma Group dispose d'un délai de 30 jours pour saisir la juridiction administrative compétente.
Des femmes chrétiennes s'engagent pour la paix et la réconciliation. Elles l'ont réaffirmé lors d'un forum tenu à Cotonou, au Bénin. Le récit est signé Eugène Atobé. Elles sont unanimes, les femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire. Toutes sont d'accord à apporter une contribution remarquable en leur qualité de filles de Dieu au processus de réconciliation dans leur pays. La question au centre des débats lors d'une table ronde durant le séminaire international Femmes de Cotonou a défini les modalités de cette contribution. Je vais commencer d'abord par sensibiliser autour de moi, c'est-à-dire dans ma famille. Parce que d'abord, l'Église, elle est domestique. Et à la lumière de la parole de Dieu, leur parler de ce Dieu qui est amour, qui pardonne à tous sans rien attendre en retour. Si la femme, elle veut, elle peut. Parce qu'on sait qu'en la femme, il y a beaucoup de possibilités. Donc je les exhorte à sortir de leur, de leur trou, voilà, pour pouvoir porter ce message de réconciliation. Et je crois que si la femme porte ce message de réconciliation, ça portera encore plus. Le rôle et la place dans le processus de réconciliation nationale de la femme chrétienne est une préoccupation de la communauté mère du divin amour, au regard de la parole de Dieu telle qu'enseignée dans les évangiles. Nourrie de cette parole, la femme a le pouvoir de changer la société et d'œuvrer pour l'édification d'un monde de paix. C'est vraiment un rôle de médiateur qu'elle doit jouer. Comme le Christ lui-même a été médiateur pour la réconciliation entre Dieu et les hommes, elle peut être une bonne conseillère pour son époux et une éducatrice pour ses enfants. À ce titre-là, je crois qu'elle peut influencer de manière positive son milieu et permettre à ce que des gens qui sont en différent puissent s'accorder. Le séminaire des femmes à Cotonou, une exhortation supplémentaire à côté de celle contenue dans l'évangile selon Saint Jean aux femmes. Femme, l'heure est venue et c'est maintenant, comme pour dire à cette femme, sa contribution à une Côte d'Ivoire réconciliée de paix, c'est maintenant. Et les femmes sont invitées désormais à garder leur teint naturel. Pour véhiculer ce message, une compétition a été organisée. 18 candidates étaient en lice. On les appelle les ambassadrices de la lutte contre la dépigmentation. Voyons cela avec Francis Boifo. La beauté africaine naturelle célébrée à travers Miss Black Diamond. Le concours valorise le teint noir naturel, le teint naturel bronzé et le teint naturel clair. Les passages en tenue traditionnelle, tenue de soirée et en maillot des 18 candidates en compétition pour la phase finale du concours visaient un seul objectif: magnifier le teint de la femme africaine naturelle. Thème principal abordé, la dépigmentation. J'ai perdu l'une de mes meilleures amies suite à une opération chirurgicale. Elle s'est dépigmentée la peau, elle est partie accoucher. Et il a fallu faire une césarienne. Après la césarienne, ils n'arrivaient plus à la recoudre parce que sa peau était tellement fragile qu'on n'arrivait plus à la recoudre. Et elle est morte suite à cette opération. Désignée ambassadrice du teint noir naturel, Kwame Adjoa Pascal. La couronne de la catégorie teint naturel bronzé revient à Kwasi Aïssou Mati, quand Amakon Marilyn est désignée Miss teint naturel clair. Chacune des lauréates est repartie avec la somme d'1 million de francs CFA et des lots. Première édition de Miss Black Diamond, une invite aux femmes et même aux hommes qui se dépigmentent à changer de comportement vu les nombreuses maladies liées au phénomène. Demain, les Maliens sont convoqués aux urnes pour départager les deux candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. La campagne électorale pour ce second tour s'est achevée hier, mais constat à Bamako depuis cet après-midi, certains Maliens continuent encore à chercher leur carte d'électeur, nous dit Sylvie Touré, notre envoyé spécial au Mali. C'est le rendez-vous de la dernière chance pour ces Maliens. Ils tentent le tout pour le tout afin de retirer leur carte d'électeur à quelques heures du scrutin. Je suis dans les rangs il y a bientôt pas mal 4 heures de temps. J'étais assez court, je n'ai pas pu voter au premier tour. Donc je me suis fait les déplacements aujourd'hui pour venir chercher ma carte Nina, afin que je puisse voter demain. Je n'ai pas encore eu accès. J'ai pas encore eu accès, donc je pense qu'il y a trop de monde. Et puis voilà. Mais les gens qui sont là-bas, je pense qu'il n'y a pas assez de monde pour fournir les cartes, quoi. Bon, chaque jour, je viens, bon, je ne trouve pas, quoi. Je vais retourner à la maison sans carte Nina. La patience a fait place au découragement et à la colère dans les rangs.
Et quand on a réussi à se procurer le précieux sésame, la joie est grande. Maintenant, je suis vraie malienne. Du côté des agents commis à la distribution des cartes d'électeurs, l'on espère pouvoir satisfaire le plus grand nombre de retardataires. Oui, ça commence à aller. Avec le temps, ça ira. Avant la descente, on pourra satisfaire la majeure partie. Après avoir bravé la canicule de la journée, ces électeurs devront à présent affronter la pluie cet après-midi. L'essentiel pour eux, entrer en possession de la carte d'électeur et porter soit à Ibrahima Boubacar Keïta ou Soumaïla Cissé à la tête du Mali ce dimanche. Le top départ des championnats mondiaux d'athlétisme a été donné aujourd'hui à Moscou, en Russie. Une journée marquée par le marathon remporté par la Kenyane Kiplagat. Sébastien Ouenien pour le récit. Kiplagat, bientôt 34 ans, a poursuivi à l'occasion de son 9e marathon la tradition de ses compatriotes qui excellent sur la plus longue des distances olympiques, alors que l'Italienne Straneo a obtenu à 37 ans son premier podium majeur. La Kenyane Edna Kiplagat a réussi à conserver son titre du marathon aux mondiaux 2013 d'athlétisme de Moscou. Son temps, 2h25 minutes 44 secondes. L'Italienne Valeria Straneo, 2h25 minutes 58 secondes. Et la Japonaise Kayoko Kushuma, 2h27 minutes 45 secondes. Sur les 10 000 mètres, le Britannique Mo Farah, très attendu, a réussi à faire oublier Ibrahim Jailan, le champion en titre. Mo Farah a été tout simplement exceptionnel. Il termine en beauté en 27 minutes, 21 secondes, 71 centièmes. La seule médaille qui manquait à son palmarès. L'Ivoirien Louis Wilfried Kofi, au 100 mètres hommes, n'a pu se qualifier face au monstre de la discipline, Usain Bolt. Cette première journée a été également marquée par la cérémonie officielle d'ouverture des championnats mondiaux d'athlétisme de Moscou 2013. Et c'est l'heure de la page culture. On commence avec le festival national Vacances Culture qui a démarré avec la présélection des groupes du district d'Abidjan et banlieue. C'est l'Alocodrome de Niangon qui abrite la rencontre. Ce sont 500 jeunes qui seront sur scène dans le cadre de cette compétition artistique et culturelle dénommée Festival national Vacances Culture. Une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'objectif principal de cette activité, faire en sorte que les jeunes trouvent leur métier dans les différentes arts qui sont mis en compétition. Aujourd'hui, les métiers culturels peuvent nourrir, n'est-ce pas, tous ces jeunes-là qui sont en quête de premier emploi. Au lieu de 10 régions, cette année, Vacances Culture va regrouper des jeunes de 22 régions. Pour démarrer la compétition, les groupes du district d'Abidjan et de la région des Grands Ponts. Le défi, c'est la mobilisation, de mobiliser le massement des jeunes et surtout élargir, n'est-ce pas, les communes, parce qu'il y a des communes qui n'ont déjà participé, telles que Jacquesville, Dabo, Songo, Bergerville. Donc, ce défi, d'abord, les jeunes et élargir, n'est-ce pas, les communes. Le début de la compétition le vendredi dernier a enregistré le passage sur scène des troupes théâtrales de Dabou, Jacquesville, Songon, Abobo et de Yopougon. Le Festival national Vacances Culture est à sa 19e édition. Contes, théâtre, danse et arts virtuels sont au programme de cette compétition. Et le reportage de Serge Gongomé était commenté par Hugues Hervé Blé. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, était dans la forêt du Bonko le jeudi dernier, pas pour aller défricher, mais pour assister au tournage du film intitulé « Ron » du réalisateur ivoirien Philippe Lacotte. Le reportage d'Herman Niamier. Le ministre de la Culture et de la Francophonie dans le parc national du Banko, Maurice Bandama, n'y est pas pour faire du tourisme, encore moins admirer la nature. Il est venu assister à une séquence du tournage du film « Ron » du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte. Ce film, il y a peut-être 2 ans, nous étions à Cannes pour le soutenir parce que le scénario a déjà reçu des prix. C'est donc un film qui, pour nous,
est un grand espoir pour notre cinéma. Premier long métrage du réalisateur franco-ivoirien, mais Philippe Lacotte dit ne pas être à son premier pas dans le cinéma. Il a à son actif des films documentaires et des courts-métrages, mais il considère ce long métrage comme la maturité. C'est un film qui commence dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'histoire est située à Sinématiali, il n'y a pas vraiment d'époque au départ. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est orphelin et qui rêve d'être faiseur de pluie. Donc il va devenir assistant d'un faiseur de pluie. Et par la suite, sa trajectoire va se compliquer, sa trajectoire va se complexifier. Et en fait, à travers cette trajectoire-là, on essaie de raconter l'histoire sociale, politique de la Côte d'Ivoire, l'histoire récente, toute la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Plusieurs acteurs issus de différentes nationalités jouent dans ce film. Avec eux, Isaac de Bancolé, acteur ivoirien, qui a joué dans la dernière saison du célèbre film américain 24 heures chrono. C'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur, non seulement parce que Philippe il est de la Côte d'Ivoire comme moi, mais parce que c'est un jeune réalisateur qui a non seulement du talent, mais aussi de l'énergie. Parce que pour faire du cinéma, il faut avoir beaucoup d'énergie. L'année 2013 a été déclarée année du cinéma par le ministère de la Culture et de la Francophonie. La présence du ministre Maurice Bandama au tournage de Round, selon lui, traduit l'engagement du gouvernement à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir le cinéma ivoirien. Elle a plus de 30 ans de carrière, 23 livres à son actif. Regina Yao, c'est d'elle qu'il s'agit. On peut l'affirmer, est l'une des plumes les plus fécondes de la littérature ivoirienne. Pour la page culture de ce samedi, elle est notre invitée et nous parlerons avec elle de sa dernière publication, intitulée donc Opération Fournaise. Merci Regina Yao d'avoir répondu à l'invitation de RTI 1. C'est moi. Voilà un livre intitulé Opération Fournaise. Expliquez-nous un peu. Opération Fournaise, parce que ce qui se passe dans le livre est chaud. Il y a le feu, il y a l'action, il y a les armes. Et puis l'héroïne a ressenti ce qu'elle a découvert comme un feu dévorant qui la perturbait énormément. Et aussi, les comploteurs dans le livre ont appelé leur complot Opération Fournaise. Voilà. Et une opération qui a bel et bien eu lieu. Et quand on lit le livre. Voilà. Et oui. Un complot. Un complot. Appelé Opération Fournaise. Et qui a bel et bien eu lieu. Qui a bel et bien eu lieu parce que les gens qu'on voulait toucher pour dire qu'il y a quelque chose qui se prépare n'étaient pas accessibles. Alors, l'opération Fournaise a eu lieu. Et ces personnes dont vous parlez, ce sont les autorités d'alors, notamment le président de la République, de cette République imaginaire. Voilà. La République des Ébènes. Et il n'était pas inaccessible parce qu'il ne voulait pas recevoir les gens. Quel était l'obstacle? Moi, je pense que c'est l'entourage. L'entourage était d'abord sceptique parce qu'on se dit, oh, en République des Ébènes, il y a toujours des rumeurs. Qu'est-ce qui prouve? Personne ne voulait croire. La jeune fille, elle essayait de frapper à plein de portes. Aucune ne s'ouvrait jusqu'au dernier moment. La porte s'est ouverte, mais il était trop tard. Et quand vous parlez de cette République d'ébène, vous faites allusion à cette société africaine, c'est ce que j'ai vu. Absolument, je fais. Et c'est comme ça que vous décrivez la société africaine où les personnalités, les cadres ou les autorités politiques sont inaccessibles. Inaccessibles. Que ce soit au niveau des présidents de la République. Là, nous n'en parlons pas. Mais, par exemple, toutes les autorités telles que les sous-préfets, les préfets et même les chefs d'entreprise, il est très difficile de les voir, à moins que vous soyez pistonné. Et bon, ce n'est pas moi qui ai cherché à avoir un président de la République, 2 en 20, qui ne s'est jamais arrivé, qui pourrait prétendre le contraire. Et là, l'exemple de cette fille, cette jeune stagiaire, alors, vous prenez une personne, on pourrait dire, qui n'a pas, elle n'est même pas issue d'une famille, elle est orpheline, ensuite elle est d'une famille pauvre, qui apprend un complot, et vous pensez que facilement elle pourrait accéder comme ça au président de la République? Mais justement, pourquoi faut-il toujours que ce soit les gens d'une certaine classe sociale? C'est ce que vous avez voulu démontrer? Oui, c'est une des choses que je voulais démontrer. C'est que n'importe qui peut se trouver en possession de renseignements très importants, je dirais même vitaux, pour la nation. Je suis sûre que dans la vie normale, si c'était une jeune fille d'une certaine famille ou la nièce d'un ministre ou sa fille
qui voulaient voir le président pour lui dire qu'il y a quelque chose qui se prépare contre lui et contre le peuple, on l'aurait tout de suite introduite auprès du président. Est-ce que vous avez mené une enquête? Est-ce que c'est ce qui est, c'est ce qui reflète la réalité, Regina Yaou? Nous connaissons, j'ai quand même 50... On voit quand même des gens qui... J'ai quand même 58 ans, hein. Ça veut dire que je ne suis pas une petite fille qui ne connaît pas la vie de la société dans laquelle elle évolue, hein. Donc, je veux dire que de dénoncer ici le protocole, tout le protocole oui, autour de nos je trouve que c'est excessif. Nos autorités. Nous voulons qu'ils soient protégés. Alors, qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous voulons qu'ils soient protégés, mais protégés jusqu'à un certain niveau. Vous avez vu, est-ce qu'on peut avoir un meilleur service de protection qu'aux États-Unis? Vous n'avez pas vu le nombre de présidents américains qui ont été assassinés? Qu'est-ce qui a été là-bas que vous voulez qu'il Non, je veux dire qu'en matière de protection des autorités, vous ne pouvez pas avoir mieux que l'Américain, mieux que les États-Unis. Mais quand on voit un gars comme Kennedy, et puis tous les frères Kennedy qui sont morts, qui ont été assassinés, je me dis que ce n'est pas le fait de créer une tour d'ivoire autour d'un président qui fait sa sécurité. Parce que le président a été élu par des gens qui l'aiment et qui ont besoin de lui. Alors, s'il y a un problème que vous ne permettez pas aux gens de l'approcher, ou alors même d'approcher des gens qui lui sont vraiment proches, c'est difficile. Dans le cas de Christelle, dans votre roman, oui, elle a pu quand même approcher l'entourage du président de la République. C'est vrai, elle a approché ses enfants, mais bon, sa fille, elle l'a pris de haut, parce que quand elle a regardé Christelle, la stagiaire venue des bas faubourgs de Perline, qui est la capitale de la République des Ébènes, elle a trouvé que c'était une jeune fille jolie qui cherchait à avoir les grâces du président. Donc, qu'est-ce que vous dénoncez là, à ce niveau? Qu'est-ce que les lecteurs devraient retenir à ce niveau? Je dis toujours qu'il faut, quand vous recevez une information, surtout une information de cette importance, je crois que nous devons mener une enquête. Il y a quand même la Direction générale de surveillance du territoire qui est là. Il y a des services étatiques qui sont là. On a maintenant Interpol. On doit pouvoir faire une enquête qui puisse permettre de savoir si c'est faux ou si c'est vrai. Et si c'est vrai, prendre immédiatement les dispositions pour freiner ce qui se prépare. Bon, là, ils n'ont rien fait. Et c'était un lait empoisonné qui a pris la ville, la capitale, et qui allait même arriver à l'intérieur du pays. Les enfants ont commencé à mourir parce qu'ils n'avaient pas compris qu'on ne voulait pas tirer sur le président, non. On voulait le faire partir par le pouvoir de la rue, comme c'est très à la mode en ce moment, par le pouvoir de la rue. Et c'est ça le complot. Voilà. Et dans votre roman, vous ne faites pas qu'allusion, vous n'évoquez pas la question de l'accessibilité seulement, mais il y a aussi ce vécu quotidien des Ébénois, voilà, tel que par exemple, il y a le problème d'adultère. Il y a le problème même de ce goût prononcé pour l'argent que vous évoquez aussi dans votre... C'est ça la société africaine? Oui, c'est ça la société africaine. Il n'y a que ses mauvais côtés. Il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a que ses mauvais côtés. Non, en fait, je ne voulais par exemple pas particulièrement parler de l'adultère. Je veux montrer les gens dans leur quotidien réel et vécu. Un chef d'entreprise, jeune, prospère, pas beau gosse, d'accord, mais il a assez d'argent pour se payer les plus belles filles. Et il a pour assistante sa maîtresse. Elle n'est pas devenue son assistante. Elle n'est pas devenue sa maîtresse après avoir été son assistante. C'est parce qu'elle était son assistante qu'il a prise comme maîtresse. Ce que je veux montrer, en montrant justement tous ces gens, l'aspect de la société, c'est de donner aux gens l'impression qu'ils sont en train de vivre avec leurs héros et leurs héroïnes. Et les leçons, donc, pour terminer. Et pour dire que... Les leçons Opération Fournaise laisse aux lecteurs. Oui, que les gens aiment trop l'argent et que souvent, on met en péril la stabilité de nos pays et nos vies pour de l'argent. Regina Yaou a désormais une passion pour les thrillers. C'est deuxième thriller. On espère que pour ce troisième thriller, vous allez monter les bons côtés de l'Afrique. J'ai un troisième thriller, effectivement, en préparation. Mais cette fois-ci, ce sera une femme infiltrée dans un réseau de trafiquants. Merci beaucoup, Regina Yaou. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. On se retrouve très bientôt.